Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Bonjour à tous et à toutes. Cette semaine, Il était une fois un livre reçoit Jérôme Charlet pour nous proposer un coup de cœur. En tant que libraire, il est bien au fait de vous proposer des coups de cœur. Donc la dernière fois, nous avait emmenés aux États-Unis chez les Indiens avec Kenneth White. Tout à fait, bonjour à tous. Et donc cette semaine, vous nous emmenez au Japon. Complètement à l'opposé. Voilà. Au Japon. Au Japon, oui. Avec un auteur de romans policiers, un des auteurs de romans policiers les plus connus au Japon, qui s'appelle Edogawa Ranpo. Voilà, qui est un pseudonyme. Et qui est un pseudonyme, tout à fait. Donc Edogawa Ranpo, c'est un auteur qui a commencé à écrire dans les années 20 au Japon. Il venait de découvrir les romans policiers américains. Et donc il a cherché absolument à lire tout ce qu'il pouvait dans sa langue et en anglais. Et il fait partie des premiers à avoir écrit des romans policiers au Japon. Donc son nom véritable, c'est Hirai Taro. Qui fait déjà un petit peu plus japonais. Qui fait déjà un peu plus japonais. Et il a choisi son pseudonyme pour faire un clin d'œil à Edgar Allan Poe. Parce que la manière dont on prononce Edgar Allan Poe au Japon, on est sur Edgar Allan Poe. Donc Edogawa Ranpo. Donc il a fait coller ce clin d'œil à une prononciation japonaise, et il a utilisé ce nom-là pour signer ses œuvres de romans policiers. Donc toute sa carrière, parce qu'il a écrit un certain nombre de nouvelles, de romans. Voilà, il a écrit un très très grand nombre de livres, et tous ces livres sont signés Edgar Allan Poe, puisque Edgar Allan Poe est considéré comme étant si ce n'est l'inventeur du roman policier, du moins vraiment l'un des grands initiateurs, avec Charles Dupin, avec donc les trois grandes nouvelles, donc c'est les double assassinat de la rue Morgue, etc., qui sont l'arrivée en littérature de ce qu'on appelle les detective novels. Ça, c'était en Angleterre, quoi. En Angleterre et aux États-Unis, donc Edgar Poe aux États-Unis. C'est le premier à faire de la littérature policière, réellement. Et donc, comme Edogawa Ranpo va vouloir s'inscrire dans les pas dans cette histoire de la littérature policière, il va choisir ce pseudonyme-là. Et donc, c'est le titre que vous avez choisi de nous proposer cette semaine. Alors, le titre que j'ai choisi, c'est pour moi, et pas que pour moi, l'un de ses plus grands romans, qui s'appelle La Proie et l'Ombre, qui a été publié donc, sous le nom de La Proie et l'Ombre très souvent aux éditions Picquier. Et à partir des années 2000, il y a eu une adaptation française par Barbet Schroeder. Et donc maintenant, il est publié sous le nom de l'adaptation française, qui est Inju, la bête dans l'ombre. D'accord, qui est exactement le même. C'est exactement le même texte, c'est exactement la même traduction, les mêmes mises en page, etc. C'est juste, ils ont changé pour essayer de raccrocher à ceux qui avaient pu regarder le film. À ceux qui avaient pu regarder le film, ou comme le film était un peu mis en avant et avait une publicité. Et bien derrière, ils ont essayé de se raccrocher à cette publicité. Ça permet de remettre un petit peu en lumière La Proie et l'Ombre, qui a été écrit, lui, en 1925. Voilà. C'est avec l'acteur qui a joué... Benoît Magimel. Benoît Magimel, oui, c'est voilà. Ça. Donc c'est très librement inspiré du roman, puisque dans le roman, pour le dire très rapidement, c'est l'histoire d'un narrateur qui est un écrivain de polar, justement, qui arrive dans une ville pour essayer de confronter
de se confronter à l'autre écrivain qui est un peu son ennemi, qui est sa face cachée, dont on ne connaît rien, et qui rencontre une jeune femme et qui se retrouve embarqué dans une histoire à la fois policière mais pas que. Et donc là, c'est aussi l'histoire d'un écrivain dans le film, mais qui est un écrivain français qui arrive au Japon pour faire la promotion de son écriture, etc. etc. Ouais, donc c'est une petite variante quand même par rapport à... Il y a des petits clins d'œil à plein de choses dans ce film. Donc ce n'est pas une adaptation pure et dure, mais c'est basé sur le roman. D'accord. Librement inspiré. Librement inspiré, comme on dit. Et pourquoi La proie et l'ombre ? Parce que donc vous considérez, vous et d'autres critiques, que c'est un de ses plus grands, quoi. Pour moi, c'est un de ses plus grands. Roman ou nouvelle ? Il est considéré comme... Au Japon, il est considéré comme roman. Il est court, et à l'époque, en fait, ce qui se passait, c'est que, et c'était vrai dans tous les pays, la littérature policière à l'époque était plutôt tournée vers les nouvelles ou les longues nouvelles, parce que il n'y avait pas... on était sur de la littérature populaire qui était publiée dans des magazines, en petits fascicules, etc., etc. Et donc, il n'y avait pas de collection de romans. Policiers. Voilà. Donc là, c'est un long roman. Pour l'époque, mais il fait une centaine de pages. Voilà. Oui. Et donc la collection là que vous recommandez chez Piquet Poche, il y a 2 nouvelles dans les deux. Voilà. Il y a ici donc il y a la proie et l'ombre, et il y a une nouvelle qui a été écrite un petit peu avant, 2-3 ans avant, qui s'appelle Le test psychologique. Donc quelle que soit l'édition, il y a les deux. Il y a les deux. Voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je sache pour l'instant. Il n'y a que Piquet Poche, que Piquet, les éditions Piquet, qui ont publié du Edgar Allan Poe. Donc, il doit y avoir 6 ou 7 volumes qui sont plutôt ses œuvres pour adultes. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il est extrêmement connu au Japon, mais plus bien évidemment pour ces romans-là, parce qu'il est très, très lu au Japon de toute façon. Mais il a écrit aussi des récits pour enfants. Et il écrit énormément de récits pour enfants et pour adolescents. Il a écrit une série très connue qui ressemble un peu au Club des 5, avec l'un de ses personnages principaux qu'on voit arriver dans le test psychologique, qui est Kogoro Akechi. Qui est le détective ? Qui est le détective. Mais qui est un détective un peu particulier, qui est un détective qui n'est pas une vision d'enquêteur vraiment sur le terrain. C'est-à-dire que lui passe beaucoup de temps à réfléchir, à analyser la psychologie des choses, à observer, etc., etc. Il a un peu un côté dandy comme ça, mais il résout les enquêtes de cette manière-là. Et il est en collaboration avec le juge. Voilà. Enfin, au moins dans le test psychologique. Et en fait, donc, le test psychologique, c'est un peu une charnière entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a ce personnage est utilisé dans ces textes adolescents, mais aussi dans certains textes adultes. Donc on est un peu... les gens passent naturellement de l'un à l'autre. C'est un petit peu son fil rouge entre ces 2 univers, quoi. Tout à fait. De l'adulte et de l'adolescent. Voilà. Et ce qui est assez rigolo, c'est que il est tellement connu au Japon, c'est une petite anecdote comme ça, qu'il y a un manga qui s'appelle Détective Conan, donc Meitentei Conan de Aoyama Gosho, qui est une bande dessinée pour enfants et adolescents. Donc, pour le dire très rapidement, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui a 17 ans, qui est un très bon enquêteur et qui un jour se retrouve au mauvais endroit au mauvais moment et pris dans les filets d'une organisation criminelle qui va tester un poison sur lui pour s'en débarrasser parce qu'il a vu des choses qu'il n'aurait pas dû voir.
Et au lieu de le tuer, ce poison le fait rétrécir à son âge de quand il avait sa taille quand il avait 6 ou 7 ans. Ce qui fait qu'il a sa capacité d'analyse d'un adulte de 17 ans. Voilà, de 17 ans, d'un vrai bon enquêteur, mais personne ne le croit puisqu'il est devenu enfant. Et à un moment, il doit choisir, pour essayer de disparaître, il doit choisir un pseudonyme, et il se fait appeler Edogawa Conan. Donc Conan pour Conan Doyle, et Edogawa pour Edogawa Ranpo. Donc c'est pour montrer à quel point ce personnage, cet auteur japonais est extrêmement important au Japon. C'est-à-dire que est surtout connu pour son aspect adolescent, à tel point que c'est une référence naturelle dans le milieu culturel japonais, quoi. Et toujours appelé sous le nom d'Edogawa Ranpo. Toujours appelé sous le nom d'Edogawa Ranpo, oui. Et jamais sous son vrai nom. De Hirai Taro, non. Hirai Taro. Voilà. Non, oui, toujours été... Et donc, il a traversé les comment, je vais pas dire les océans, mais il est venu jusqu'à nous aussi sous ce nom-là, quoi. Aussi sous ce nom-là. Il a été découvert... Sa notoriété est plus confidentielle en Occident. En France, est plus... C'est entre les deux. La France a un rapport très particulier au Japon. Il faut savoir que la France, c'est le 2e marché mondial au niveau du manga. Donc, on a une porosité avec la littérature et avec énormément d'aspects culturels japonais. Mais Edogawa Ranpo, je pense qu'il n'est pas assez connu par rapport à l'importance qu'il a réellement, non seulement au Japon, mais aussi dans l'histoire de la littérature policière. Il y a vraiment une place très particulière et très à part, mais extrêmement importante. Et pourtant, sa notoriété n'a jamais atteint celle d'Edgar Allan Poe, de Conan Doyle et de tous les autres, de Agatha Christie, de tout ça. Et ça tient aussi peut-être au fait que on le verra plus tard, ces thèmes sont parfois un peu particuliers. Japonais, et il a été fasciné dans les années 20 avec l'arrivée de la psychanalyse au Japon. En fait, les premiers textes de Freud au Japon étaient traduits dans les années 20. Et il les a découverts très tôt. Et du coup, ce qui l'intéresse, lui, c'est de creuser tout cet aspect de déviance, d'étrangeté. Il y a des nouvelles extrêmement bizarres et extrêmement malsaines si on le lit de manière purement premier degré. Et donc, je pense qu'il y a, même dans La Proie et l'Ombre, il y a quelques passages où on gratte là où ça fait mal, quoi. Donc, je pense qu'il y a de ça aussi, le fait que les gens ne sont pas... Ils n'étaient pas prêts voilà, il y a quand même... À lire du roman policier avec cette imbrication de psychanalyse et de psychologie. Voilà. Et parfois un aspect extrêmement primaire et corporel. Il y a un courant au Japon dont on considère que Edogawa Ranpo est un des fondateurs. On appelle ça l'éroguro. Donc, héros pour érotique et guro pour... Alors, c'est grotesque, donc c'est grotesque. Donc, le bizarre, l'étrange. Donc, des situations assez extrêmes, entre guillemets, avec un rapport au corps, avec un rapport à pas mal de choses. Alors, dans La Proie et l'Ombre, c'est extrêmement léger. Voilà. Oui, parce qu'on ne le ressent pas. On ne le ressent pas. Il y a un petit aspect, notamment avec le personnage féminin principal, qui a un petit penchant SM, mais qui est à peine c'est esquissé. Enfin, c'est juste dit. Voilà. On n'est pas sur... alors, très clairement, on n'est pas sur de la littérature érotique lourdingue. Et voilà, on est vraiment sur... Mais il y a un rapport au corps
qui apparaît un petit peu dans La Proie et l'ombre. Qui apparaît un peu dans La Proie et l'ombre, qui apparaît beaucoup dans d'autres textes. Mais La Proie et l'ombre, je trouve que non seulement c'est l'un de ses plus grands, et notamment à cause de sa fin, dont on parlera peut-être, mais c'est une excellente introduction aussi, parce que on tombe pas dans l'extrême de certaines de ces nouvelles. On tombe pas. On est vraiment. Ça reste une vraie porte ouverte, une vraie possibilité d'entrer dans le monde de Edgar Poe. Et en même temps, ça nous permet de découvrir un auteur qui, pour moi, est vraiment très important. Incontournable dans l'histoire du roman policier. Tout à fait. Et de la nouvelle. Voilà. Eh bien, pour une première présentation, on va en rester là. De toute façon, on a encore toute la semaine pour bien développer et le personnage et ses thèmes. On laisse place à un petit peu de lecture et puis on se dit à demain. À demain. Edogawa Rampo, La Proie et l'ombre. C'était à l'automne de l'année dernière, vers le milieu du mois d'octobre. L'envie de revoir de vieilles statues de Bouddha m'avait conduit au musée impérial de Ueno et je flânais dans ces enfilades de salles sombres et désertes en surveillant mes pas. Je faisais même attention à me retenir de tousser car, dans ces vastes lieux vides, le moindre bruit résonne et serre le cœur. Les musées n'attirent pas les foules et ce jour-là, il n'y avait vraiment personne. Seule la lumière froide des vitrines d'exposition. Pas la moindre trace de poussière sur le tapis de linoléum. Avec un plafond aussi haut que celui d'un grand temple, on eût dit que le bâtiment reposait au fond des eaux, calme et silencieux comme un tombeau. Une très ancienne statue en bois d'une canonne m'avait arrêté et plongé dans une sorte de rêverie érotique quand j'entendis le léger froissement d'un kimono derrière moi. Quelqu'un s'approchait. Je frissonnais et regardais la silhouette qui se reflétait dans la vitrine en se superposant exactement à l'image de la canonne. C'était une femme élégante, les cheveux relevés en chignon traditionnel, vêtue d'un sobre kimono en soie jaune. Elle s'approcha encore un peu, s'arrêta juste à côté de moi devant la statue et se mit à la regarder intensément. Je dois avouer que, tout en faisant semblant de continuer à m'intéresser à la canonne, je ne pouvais m'empêcher de l'observer à la dérobée. Je fus tout de suite sous le charme. Elle avait le teint d'une pâleur comme je n'en avais jamais vu. Si les sirènes des contes de fées existent, nul doute qu'elle lui ressemble. Son visage avait la forme ovale des visages d'autrefois. Une grâce fragile et délicate soulignait toutes les courbes de ses traits, ses sourcils, son nez, jusqu'à sa nuque et ses épaules. Elle avait ce genre de beauté dont on dit souvent dans les romans anciens qu'elle disparaît si on l'effleure. Encore aujourd'hui, je n'arrive pas à oublier ses longs cils et l'expression rêveuse de son regard à ce moment-là. Assez étrangement, je ne me rappelle pas qui de nous deux a parlé le premier. Moi, sans doute. J'ai dû trouver quelques prétextes. Toujours est-il qu'après avoir échangé 2 ou 3 réflexions sur les objets exposés devant nous, nous visitâmes ensemble le reste du musée et engageâmes une conversation décousue qui nous entraîna longuement sur le chemin du retour à travers le parc de Ueno qui redescend vers les faubourgs. Elle était encore plus belle quand elle parlait. Elle souriait parfois au milieu d'une phrase avec une grâce et une réserve qui me donnaient l'impression de voir une Madone des peintures de la Renaissance. Mais en même temps, je ne pouvais m'empêcher de ressentir une sorte de trouble, tant elle m'évoquait le sourire énigmatique de la Joconde. Sa bouche, légèrement tendue aux commissures des lèvres, en un arrondi mystérieux, laissait deviner 2 belles canines toutes blanches, tandis qu'un grain de beauté, admirablement placé à droite, rehaussait la pâleur de sa peau et donnait à son visage un charme et une douceur indicibles. Pourtant, si je n'avais pas découvert cette chose étrange derrière sa nuque, malgré toutes ses qualités, elle n'aurait pas pris un tel empire sur mon cœur. Le
col de son kimono était si bien arrangé, sans aucun apprêt, que l'on ne remarquait rien. C'est sur le chemin en redescendant du musée que je m'en aperçus. Sa nuque était marquée de zébrures rouges qui semblaient descendre bas dans son dos. On aurait dit des marques de naissance, mais il pouvait tout aussi bien s'agir de cicatrices récentes. J'eus la vision cruelle de vers de terre d'un rouge noirâtre rampant sur cette peau si douce et si blanche. Une sensation voluptueuse me pénétra. Sa beauté, jusque-là si éthérée, devenait soudain une réalité sensible qui fondait brusquement sur moi. Au cours de notre conversation, j'appris qu'elle s'appelait Shizuko Oyamada et qu'elle était l'épouse d'un homme d'affaires qui dirigeait une grosse maison de commerce en commandite. J'eus la bonne surprise de constater qu'elle était aussi amateur de romans policiers et tout particulièrement fidèle lectrice de mes propres romans. J'étais ivre de joie en l'écoutant. Cela créa aussitôt entre nous une atmosphère d'intimité tout à fait naturelle, et il m'apparut évident qu'une telle rencontre ne pourrait pas rester sans suite. À partir de ce jour-là, nous engageâmes en effet des relations épistolaires suivies. J'étais complètement sous le charme de cette jeune femme au goût si délicat, qui fréquentait les musées des airs et se passionnait pour mes romans pourtant réputés difficiles. Je lui envoyais plusieurs lettres anodines, sans autre raison que le plaisir de lui écrire, et je reçus à chaque fois une réponse très courtoise, tout en nuances. Du fond de ma solitude de célibataire, une telle amitié féminine me procurait une joie immense. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Bienvenue sur Fréquence 8, donc cette semaine en compagnie de Jérôme Charlet, donc, que les auditeurs peuvent connaître en tant que libraire à Montfort, qui est venu nous présenter, nous parler un de ses coups de cœur de la semaine, puisque Jérôme intervient régulièrement sur les ondes de Fréquence 8 pour nous présenter, pour nous dire ce qu'il sait faire, qu'il fait tous les jours, nous présenter des coups de cœur. Donc bonjour Jérôme. Bonjour Nathalie, bonjour à tous. Donc cette semaine, nous sommes au Japon. Au Japon, avec Edogawa Ranpo voilà. Et La proie et l'ombre. Donc, La proie et l'ombre, comme hier, vous nous disiez que vous aviez fait ce choix parce que pour vous, c'était un des romans incontournables de l'œuvre de Edogawa Ranpo. Oui, tout à fait. Je pense que c'est l'un des plus grands romans pour moi de son écriture adulte, qui est vraiment à la fois une porte d'entrée extrêmement intéressante dans son œuvre, et en plus avec une structure et une fin qui est absolument incroyable et dont on se souvient tout le temps. Et c'est vraiment un très très grand roman policier qui permet justement de découvrir la manière d'écrire de cet auteur qui est l'un des grands auteurs de romans policiers japonais, mais aussi mondiaux. Alors, j'ai été très étonnée à la lecture de cette nouvelle, ou de ce roman, c'est le style. Je m'attendais à un style avec une empreinte, japonaise plus marquée. Le style est très occidental, en fait. Bah oui, parce qu'en fait, Edogawa Ranpo était fasciné par la littérature policière mondiale, et il a lu énormément de choses. Et donc, il a voulu amener en langue japonaise ce style-là, mais il a un style qui
qui est finalement à la fois très terre à terre, très classique et pas du tout marqué de quelque manière que ce soit. Et en même temps, il y a des images, donc, un peu dans La proie et l'ombre, mais beaucoup dans un grand nombre de ces textes, il y a des images marquantes et incroyables. C'est-à-dire, visuellement, il peut fournir parfois des mises en place et des situations visuelles très japonaises, très poussées, très japonaises, et en même temps le style reste tout à fait simple et abordable. Et donc c'est vraiment ce contraste-là qui permet qui est encore plus choc entre guillemets. C'est-à-dire que quand on fait des effets de manche et des effets de manche et des effets de manche, et ben finalement la situation, on s'y habitue. Mais quand d'une manière très simple, parfois on met des images très particulières, tout de suite cette image marque le lecteur, quoi. Et c'est vraiment, il a appris ça des très grands auteurs de polars mondiaux. Si on n'avait pas le nom de l'auteur, oui. Il pourrait être considéré comme un auteur occidental. Il n'a pas cette empreinte qu'on peut retrouver chez d'autres écrivains japonais. Comme Soseki. Voilà. C'est quand même un style. On sait qu'on est passé à une autre culture, une autre façon de s'exprimer, une autre façon de présenter des fois les personnages, de les décrire. Là, pas du tout, quoi. Oui, tout à fait. C'est ce qui m'a étonné dans le style. Je me suis dit, bon, c'est vrai que des fois, les auteurs japonais, il faut rentrer dedans, quoi. Voilà. Là, pas du tout. Que lui, vraiment, son optique était de s'inscrire dans cette histoire-là. En plus, il arrive au début de l'histoire du roman policier. C'est-à-dire qu'on n'est que dans les années 20. Et le roman policier, il naît vraiment avec les nouvelles d'Edgar Poe fin 19e. Donc, puis le Comte de Gobineau en France, etc., etc. Donc on est vraiment... Allez, on est en 1870, où le roman policier commence à vraiment être connu, à s'implanter en littérature populaire. Il y a des petits fascicules qui commencent à être publiés dans différents pays. Donc en langue anglaise, les dime novels, et puis en France, vous avez tous les grandes éditions de romans populaires, des romans de gare, qui font des collections de petits fascicules policiers. Et donc vraiment, on est au tout début de la création du roman policier, on est avant le choc des années 50 avec le hard-boil, etc., etc. On est vraiment sur un pas un balbutiement, mais sur les premières débuts, formes. Quoi. Voilà. Et donc, pour Edogawa Ranpo, il a voulu réellement, et notamment pour ce roman qui est le premier, alors il avait plutôt écrit des nouvelles avant, donc c'est la première longue nouvelle qu'il a pu écrire, ou le premier roman qu'il a pu écrire. Est-ce qu'il a écrit plus de nouvelles que de romans, en fait ? Il a écrit plutôt plus des nouvelles que des romans, puisque à l'époque, c'était plus le genre nouvelle qui était publié, parce que c'était publié non pas en volume, mais dans des magazines. En feuilleton, un petit peu. Voilà, ou dans des petits magazines où vous aviez 10 auteurs différents qui, tous les mois, publiaient une nouvelle ici, une nouvelle là, quoi. Alors, c'est vrai que là, celui-ci, il n'y a pas forcément... Alors, il y a un meurtre. Il y a un meurtre. Forcément, parce qu'on est quand même dans la littérature policière. Oui. Donc, il y a un meurtre. Mais c'est pas le moteur de l'histoire. Voilà, c'est ça. Oui. En fait, alors l'histoire, pour le dire très rapidement, c'est un... On s'en fiche un peu qui a tué, en fait. Voilà. Dans l'univers, justement, dans ce moment-là quand commence le roman, il y a deux grands auteurs qui se
qui s'affrontent un peu par éditeurs interposés. Donc il y a le narrateur et il y a un autre qui s'appelle Oe Shundei, qui est un auteur qui écrirait plus des choses un peu plus étranges et glaçantes, alors que le narrateur, lui, est plus habitué à une écriture de roman policier classique. De Oe Shundei, on ne connaît pas grand-chose. Et une fois, donc le narrateur arrive à un endroit où il pense trouver Shundei et il veut savoir qui c'est. Donc le roman s'ouvre avec cette première forme d'enquête qui est l'autre auteur. Voilà. Et à la fois, j'ai trouvé très intéressant la manière dont il présentait les auteurs de romans policiers. Pour lui, il dit il y a deux auteurs, deux écrivains, deux sortes d'écrivains. Il y a ceux qui écrivent du roman policier du point de vue du tueur et ceux qui écrivent les romans policiers du point de vue de l'enquêteur. Oui. Et effectivement, la présentation des personnages ne sera pas du tout la même. Voilà, pas du tout la même. Et je n'avais jamais lu un roman policier avec cette analyse-là. Et ce qui est assez rigolo, c'est que cette analyse-là, là on suit le narrateur donc du point de vue de l'enquêteur. Voilà, et Oe Shundei est plus... Et dans un grand nombre de ces nouvelles, pour Edogawa Ranpo, on est de l'autre côté. Dans un grand nombre de ces nouvelles, on suit non pas l'enquêteur, mais le meurtrier. Et donc, quelque part... donc, il connaît bien, en fait, les deux ressorts, quoi. Il connaît bien totalement les deux ressorts. Et son personnage de narrateur, j'ai pu... Pour cette discussion qu'on a en ce moment, j'ai été traîné un peu à droite à gauche sur Internet pour voir un peu ce que d'autres pouvaient penser du roman. Et je suis tombé sur pas mal de sites qui disaient « Ah, ben en fait, le narrateur, c'est un peu Edogawa Ranpo, etc. » Je suis totalement pas d'accord. C'est-à-dire que dans un très grand nombre de ses romans, Edogawa Ranpo est plus Oe Shundei que le narrateur, en fait. Et je le vois plus, notamment pour d'autres grands romans comme vous avez L'île Panorama, par exemple, le fameux Kogoro Akechi arrive 20 pages avant la fin et résout le truc, d'accord, mais pendant les 100 pages avant, on n'est que avec le meurtrier. Et le test psychologique, on n'est que avec le meurtrier. L'autre nouvelle dans le donc c'est un jeu pour lui, en fait. C'est un jeu pour lui. Je pense que cette manière de présenter les deux personnages, c'est de dire, il y en a qui font et il y en a qui font, mais quelque part, tous les auteurs policiers sont un peu les deux, en fait. Mais dans le premier, enfin, c'est vrai qu'il explique ça. J'avais effectivement jamais lu un roman en me disant « Ah oui, là, on est du côté... » Même si de fait, on l'est. Oui. Et puis en plus, c'est dans les premières pages. Je ne savais pas que ça pouvait être une construction de roman policier, quoi. Et puis il le dit dans les premières pages en plus, ou les premiers chapitres. Enfin, on est vraiment sur... pour présenter les deux personnages, il dit... Alors, il y en a un qui est comme ci et l'autre qui est comme ça. Et c'est vrai que lui, il se positionne... C'est un petit peu comme ça qu'il se met en opposition à cet autre auteur, soi-disant rival. Oui. Il est présenté comme ça, en fait, dans la nouvelle. Et alors que lui, il joue avec aussi, ça, quoi. Oui, tout à fait. Mais c'est ce qui fait aussi toute la... Il y a vraiment plusieurs lectures dans son roman, je trouve. Il y a l'enquête, si on veut s'attacher à l'enquête, voilà. Il y a aussi l'aspect psychologique des personnages. Et puis, il y a cette analyse, je dirais. Cette analyse, mais un peu ce qu'on dit maintenant, une analyse méta, c'est-à-dire une analyse sur le genre. Et je dirais même qu'il y a non seulement une analyse sur le genre, mais aussi une analyse sur ce qu'est la littérature, en fait. C'est-à-dire qu'il y a non seulement
il peut être lu à la fois simplement comme une histoire policière, puisqu'il va rencontrer quelqu'un qui est sous le coup d'une sorte de chantage, et ensuite il va y avoir un meurtre, etc. Et lui va être impliqué dedans et va essayer de découvrir le fin mot de l'histoire. Donc on peut se contenter totalement de ça, et c'est très bien. Oui, parce que ça fait déjà une bonne histoire. Ça fait déjà une très bonne histoire. En plus, après, derrière, il y a ces personnages qui sont très campés, très intéressants psychologiquement. Le fait que ce ne soit pas un enquêteur, mais un écrivain qui enquête. C'est extrêmement intéressant. Il y a le personnage principal féminin, comme très souvent chez Edgar Allan Poe, il est extrêmement intéressant, extrêmement complexe. Oui, complexe, c'est le terme. Voilà. Tous les personnages féminins d'Edgar Allan Poe sont très à la fois effacés, puisque dans le monde japonais, la place de la femme est très particulière, la femme adulte est très particulière, mais en même temps, elles ont elles aussi toujours des volontés, des manières de tirer les ficelles parfois, etc. Et c'est ce qui fait que ce personnage féminin que l'on va rencontrer dans le roman, il est troublant, et troublant pour le narrateur lui aussi. Donc il y a aussi cet aspect de manière de typer les personnages. Et puis, comme vous disiez, il y a au détour de certains chapitres ou de certains paragraphes, vous avez des petites remarques sur le genre. Et puis, quand on creuse et quand on essaye de réfléchir à comment ce roman a été construit et qu'est-ce qu'il dit finalement, on est sur qu'est-ce que c'est que la littérature et comment ça marche, quoi. Et donc, c'est vraiment... Il y a plusieurs niveaux de lecture. Il y a plusieurs niveaux de lecture, et tous sont vraiment intéressants. Tous pourraient se suffire à eux-mêmes, et elles sont toutes impliquées les unes dans les autres. Et c'est pour ça que je trouve que le roman, ce roman-là d'Edgar Allan Poe est vraiment, vraiment fascinant. C'est une bonne porte d'entrée, comme vous disiez, à l'œuvre d'Edgar Allan Poe. Tout à fait. Finalement. Donc, bien, ce sera le mot de la fin pour aujourd'hui. Donc, je rappelle le titre de cette... donc, il y a 2 nouvelles. C'est un recueil de 2 nouvelles qui s'appelle « La proie et l'ombre » dans une des éditions, et dans l'autre, c'est... Inju. La bête dans l'ombre. Voilà. Donc, mais c'est le même, c'est le même recueil. Eh bien, on se retrouve demain pour la suite de l'exploration de ce recueil. À demain. À demain. Edogawa Rampo, La proie et l'ombre. Shizuko, enfin, je t'ai retrouvé. Tu ne t'en es pas aperçu, mais nous nous sommes rencontrés et je t'ai suivi jusque devant chez toi. Tu vois, je sais même que maintenant tu t'appelles Madame Oyamada. Tu n'as pas oublié, j'espère, le pauvre Ichiro Hirata. Comment oublier d'ailleurs un être aussi antipathique que moi ? Sais-tu à quel point j'ai souffert quand tu m'as abandonné ? Non, tu es trop insensible pour comprendre ces choses-là. Sais-tu combien de fois je suis venu rôder la nuit autour de chez toi, fou de désespoir ? Devant le feu de ma passion, ton indifférence n'a fait que redoubler. D'abord, tu m'as évité, puis tu m'as craint, et tu as fini par me haïr. Peux-tu imaginer ce qui se passe dans le cœur d'un homme qui se sent détesté après avoir été aimé ? L'amour se fait douleur, la douleur se fait rancune, et la rancune croît jusqu'à se transformer en désir de vengeance. Quand tu as profité des ennuis financiers de ton père pour t'enfuir sans même me dire adieu, je suis restée prostrée dans ma chambre pendant des jours entiers. Puis je me suis juré que l'heure de la vengeance viendrait. J'étais jeune et ne savais pas comment me lancer à ta recherche. Pour échapper à ces nombreux créanciers, ton père avait disparu sans laisser de traces et rien ne m'indiquait quand je pourrais te retrouver. Je pensais alors à l'horizon de ma vie tout entière. L'idée que les longues années qu'il me restait à vivre pourraient s'écouler sans te revoir ne m'effleura même pas. J'étais pauvre aussi.
Devoir travailler pour assurer ma subsistance était un obstacle supplémentaire entre nous. 1 an, 2 ans passèrent, durant lesquels j'usais toute mon énergie à lutter contre la misère. Je ne t'avais pas oublié, mais la fatigue avait eu raison de ma soif de vengeance. Puis, il y a 3 ans, la chance me sourit, alors que je n'y croyais plus. J'avais échoué dans toutes mes entreprises et traversé une crise de profond découragement. J'essayais alors d'écrire un roman pour me changer les idées. J'avais trouvé ma voie et rapidement je fus capable de vivre de ma plume. Comme tu as gardé le goût de la lecture, tu connais sans doute Shundei Oe, l'auteur de romans policiers. Cela fait 1 an qu'il n'a rien publié, mais son nom est encore bien connu du public. Eh bien, Shundei Oe, c'est moi. Si tu t'imagines que cette vaine gloire littéraire a pu me tourner la tête au point de me faire renoncer à toi, tu as tort. La noire mélancolie qui traverse mes romans n'a d'autre source que cette rancœur qui me ronge. Et si mes lecteurs savaient que je puise ma cruauté, mon goût de la suspicion et mes obsessions dans le désir de me venger de toi, ils ne pourraient retenir un frisson d'horreur. Shizuko, ma réussite m'a donné du temps et de l'argent pour me lancer à ta recherche. Oh, je n'ai pas d'illusion et n'espère pas te faire revenir à moi. D'ailleurs, je suis mariée. Ce n'est qu'un mariage de convenance qui me libère des soucis de la vie quotidienne. Pour moi, ma femme et mon amour sont bien distinctes. Et ce n'est pas parce que j'ai épousé l'une que mon ressentiment envers l'autre s'apaise. Shizuko, à présent je t'ai retrouvée. J'en tremble de joie. Ce jour que j'attendais depuis des années vient d'arriver. J'éprouve la même jubilation qu'au moment où je bâtis l'intrigue d'un de mes romans. Mais cette fois-ci, il s'agit du plan de ma vengeance. Crois-moi, j'ai bien réfléchi aux moyens de te faire souffrir et de te terroriser. Peux-tu imaginer mon bonheur à l'idée que tout cela va devenir réalité ? Tu ne pourras ni m'empêcher d'agir, ni faire appel à la police ou à qui que ce soit. J'ai tout prévu. Depuis 1 an, les journalistes et les critiques s'interrogent sur ma disparition. Effet de ma misanthropie et de mon goût du secret, ma retraite ne faisait pas partie de mon plan. Mais elle vient inopinément le favoriser. Ayant soigneusement coupé tous les ponts avec le monde, je puis me consacrer désormais à l'accomplissement de ma vengeance. Tu voudrais bien connaître mes intentions, n'est-ce pas ? Je ne peux pas encore te dévoiler l'ensemble de mon plan. Un peu de suspense d'ailleurs ne sied pas mal à l'angoisse. Mais si tu insistes, je ne refuserai pas de te donner un avant-goût de ce qui t'attend. Par exemple, je peux te raconter dans les moindres détails, sans aucun risque de me tromper, tout ce qui s'est passé chez toi il y a 4 jours, le soir du 31 janvier pour être précis. De 7h à 7h30, tu as lu, appuyé sur le petit bureau de la pièce qui vous sert de chambre à coucher. C'était un recueil de Ryūro Hirotsu, Les métamorphoses de l'œil. Tu n'as lu que le premier récit, celui qui donne son titre au recueil. À 7h30, la bonne t'a servi le thé que tu avais demandé et jusqu'à 7h40, tu en as bu 3 petites tasses en grignotant 2 gaufrettes fourrées de la pâtisserie Fugetsu. Ensuite, tu as passé quelques secondes dans le cabinet de toilette avant de revenir dans la chambre. Jusqu'à 9h10 environ, tu t'es plongé dans quelques réflexions tout en tricotant. 9h10, retour de ton mari. Jusqu'à un peu plus de 10h, tu lui as tenu compagnie en bavardant pendant qu'il dînait. À son invitation, tu t'es versé la moitié d'un verre de vin. Comme la bouteille venait juste d'être ouverte, un petit peu de bouchon est tombé dans ton verre. Tu l'as enlevé délicatement avec le doigt. Le repas terminé, tu as ordonné à la bonne de préparer la chambre et vous vous êtes couché presque aussitôt. Vous n'avez pas dormi tout de suite ? Quand tu t'es de nouveau allongé de ton côté, la pendule du salon, qui retarde, a sonné 11h. En lisant ce compte-rendu aussi précis que l'indicateur des chemins de fer, je ne pense pas que tu puisses te retenir de trembler d'effroi. Écrit le 3 février au milieu de la nuit pour la femme
qui a tué l'amour en moi. Un cœur qui crie vengeance. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Nous sommes de retour sur Fréquence 8, donc aujourd'hui, cette semaine, avec notre invité mis à l'honneur Jérôme Charlet, donc pour les auditeurs, libraire à Montfort, qui est venu nous présenter son coup de cœur de la semaine, un de ses nombreux coups de cœur de la semaine. Et donc, il s'agit de Edogawa Rampo, La proie et l'ombre. La proie et l'ombre, bonjour à tous. Voilà. Un roman policier. Et d'un auteur qui n'est pas très connu, qui est beaucoup moins connu que ses contemporains de l'époque, de l'époque américain ou français. Voilà, une personne qui est à l'origine du mouvement du roman policier au Japon, qui a était extrêmement important au Japon dans l'arrivée de ce type de roman qu'est le roman policier, parce qu'il était auteur, mais il était aussi directeur de collection, il a dirigé des magazines, etc., etc. Donc il a vraiment accompagné le roman policier, le genre roman policier. Et puis a aidé à développer aussi. À le développer au Japon. Et avec ses romans aussi, non seulement avec son activité éditoriale, mais aussi avec ses romans, et il est relativement peu connu en France. Il est connu en France, mais pas à la hauteur de ce qu'il représente dans l'histoire du roman policier au Japon. Et ça, il y a une explication à ça ? C'est le fait que le Japon soit beaucoup plus éloigné peut-être que les États-Unis en termes de culture par rapport à la France, qui fait que... et puis je pense que l'un des grands booms, bien sûr, le roman policier existait avant, mais et parce qu'il y a eu des grandes collections et des grandes publications au début du XXe siècle, mais l'un des très grands booms de la littérature policière, c'est la Deuxième Guerre mondiale, avec les GI qui sont arrivés avec dans leurs valises beaucoup d'auteurs policiers. Et ensuite, avec les années 50, qui ont vu s'installer dans le paysage francophone ce genre policier. Et du coup, le Japon étant non pas le pays allié, non pas le pays allié, mais le pays opposé contre qui on faisait la guerre, je pense qu'il y a de ça aussi. Et puis il y a le fait que la langue anglaise était beaucoup plus abordable pour un paysage francophone de la littérature que la langue japonaise. Et donc, il y a pas mal de petites choses qui font que on a finalement découvert sur le tard les grands auteurs du Japon. Peut-être aussi que son activité d'écrivain a été plus importante après ou avant la guerre. Il a été plus importante avant la guerre. Comme il avait une manière d'écrire assez parfois particulière, pendant la guerre, il était ostracisé aussi par les autorités japonaises qui voulaient le mythe du grand héros, le mythe vraiment une vision très poussée du héros japonais. Alors que une partie des personnages d'Edogawa Rampo, ce sont des pauvres airs, ce sont des petits criminels à la petite semaine, mais qui ont des drôles de penchants, ce sont des petits étudiants. Des petits étudiants, voilà. Enfin, c'est vraiment. C'est pas des grands héros. C'est pas des voilà. Et même le personnage emblématique
d'Edgar Allan Poe, qui est Kogoro Akechi, qui est le détective qu'on retrouve également dans ses récits d'adolescents. Voilà, à la fois dans les récits d'adolescents et puis dans certains, comme dans le test psychologique, qui est l'autre nouvelle du recueil. Ce personnage, il est un peu lunaire, quoi. C'est-à-dire que il se promène toujours un peu dépenaillé, les cheveux en bataille. Il est un peu dans l'ombre, en fait. Il est un peu dans l'ombre. Il n'est pas impliqué à rechercher de manière active les choses. C'est plus avec son intelligence et ses connaissances psychologiques et ses connaissances qui va découvrir qui est le tueur, plutôt que de manière très active. Et donc, c'est vrai qu'il ne fait pas de bruit. Il ne fait pas de bruit. Même quand il s'exprime avec le juge, il est toujours très concis. Voilà. Il est à l'économie. C'est ça. Donc à l'opposé de l'image du héros. Du grand héros tel qu'il était voulu par les autorités japonaises à l'époque, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a plus été une personne à publier, à être éditeur, que d'être auteur. Parce que ses textes étaient plus acceptés dans les éditions. D'où sa moindre notoriété. D'où peut-être sa moindre notoriété au niveau mondial, oui, tout à fait. Donc c'est pour ça que cette semaine, on répare... on essaye. On répare l'injustice de manière à faire connaître aux auditeurs cet auteur qui m'a, moi, interpellé dans son style, comme je le disais hier. Il est abordable, plusieurs niveaux de lecture. Si on veut lire que l'énigme, on peut, parce qu'il y a une énigme. Une vraie énigme, oui. Même si elle reste une énigme jusqu'au bout. Voilà. Et c'est en ça, justement, que c'est... Il n'y a pas la chute, comme on peut avoir l'habitude de lire dans les romans policiers. Et en fait, c'est aussi une des raisons pour lesquelles ce roman me fascine. C'est que il n'y a pas tant de livres que ça, que l'on referme en se disant mais oui, mais et alors? Il y en a quelques-uns. Il y a le Tour d'écrou, par exemple, de James, Henry James, qui est un roman qui peut être fantastique. C'est-à-dire que c'est l'histoire d'une femme qui est engagée pour veiller sur 2 enfants. Et de ce qu'elle voit de ses enfants, il se peut qu'ils soient habités par le démon. Et on ferme le roman en se disant, soit elle a raison, et c'est vraiment un texte fantastique, très classique, etc. Soit elle est juste complètement timbrée, quoi. Et donc il y a quelques livres comme ça, mais à ce point-là de La Proie et l'Ombre, dans un roman policier, réellement policier, j'en avais jamais lu comme ça. Oui, tout reste ouvert jusqu'à la fin. Voilà. Et il y a plusieurs résolutions au fur et à mesure du roman, qui à chaque fois sont gommées. Et c'est très bizarre. C'est à la fois bizarre, mais on progresse avec le narrateur. Et c'est ça qui est intéressant, on est vraiment totalement du point de vue du narrateur. Et là où le point est assez fondamental, c'est que, comme je le disais hier ou avant-hier, le narrateur, c'est pas un enquêteur, c'est un écrivain. Et ça change tout. En fait, lui, ce qui l'intéresse, c'est d'essayer de faire une unité des choses. C'est-à-dire qu'il a devant lui des tas d'indices. Là où l'enquêteur va essayer de creuser les indices pour voir la vérité, lui, il essaye de construire un récit dans lequel les indices prennent place. C'est comme si, en fait, il écrivait un roman. Voilà. À partir des ébauches de romans avec différents angles, en fonction des indices qui se présentent à lui, quoi. Voilà. Et donc, du coup... Et nous, on est embarqués aussi. Et nous, on est totalement embarqués avec lui. Et du coup, c'est la grande distinction qu'on va voir. Alors ça, c'est une grosse distinction du XVIIe siècle entre le vrai et le vraisemblable en France. C'est-à-dire que l'enquêteur, en fait, il cherche
ce qui se rapproche le plus du vrai. L'écrivain, lui, il veut le vraisemblable. Quelque part, il s'en fiche du vrai. Pour comprendre ça, il y a la grande querelle du Cid entre Corneille et un grand nombre de personnes qui trouvaient que le Cid n'était pas terrible, dont un auteur qui s'appelait Scudéry. Et Scudéry disait que la pièce n'était pas vraisemblable. Et donc, Corneille dit, il va chercher dans sa bibliothèque, il sort le livre d'histoire dans lequel il a chopé l'histoire de Chimène et Rodrigue, et il dit, alors c'est dans tel livre, c'est telle page, voilà, donc ça va bien. Et Scudéry a eu cette réponse qui est absolument magnifique. Il a dit, il est peut-être vrai que Chimène a épousé Rodrigue, mais il n'est pas vraisemblable qu'une femme d'honneur se marie avec le meurtrier de son père. Et c'est ça, en fait. On est là. C'est-à-dire que l'enquêteur, il cherche le vrai. Il cherche le plus possible à se rapprocher de ce qui existe et de la résolution de l'enquête. Et de la vérité. Le narrateur ici, qui est un écrivain, il est resté avec son biais d'écrivain. Et donc, quelque part, il ne cherche pas le vrai. Il cherche à expliquer ce qui se passe en essayant d'en faire un récit. Et tout ce qui peut être plausible, ce qui peut être plausible. Du coup, à chaque nouveau indice, les cartes se rebattent. Et même à la fin, une fois le roman quasi terminé, on se dit, il a eu différents éléments, mais c'est tout. Et il se dit nous-mêmes, on n'en sait pas plus. Et nous-mêmes, on n'en sait pas plus. Et même lui se dit, alors j'avais des indices, j'ai extrapolé à partir des indices, mais peut-être je me suis planté. C'est les avant-dernières pages, il dit ça. Et ça, c'est jusqu'au bout, en fait. Voilà. Jusqu'au bout, même lui, il est dans le doute qui le ronge un peu quand même. Oui. Parce que ça a eu des répercussions sur certaines personnes. Ça a eu des grosses répercussions sur... Et du coup, il est à la limite entre la culpabilité et puis Et on sait qu'une fois le roman que l'on referme, ce personnage, il sera habité par cette idée jusqu'à la fin de sa vie. Voilà. Et donc ça, je crois que je n'avais jamais lu une fin comme celle-là. Ça doit être le deuxième volume que j'ai pu lire d'Edogawa Ranpo. Et le premier m'avait bien plu. Mais là, je me suis dit, mais il faut que je lise ce qu'il écrit, quoi. Enfin, c'est pas possible. Enfin, s'il est capable de nous amener là et de nous faire réfléchir à ce point-là, il faut que je vois ce qu'il a écrit, quoi. Je veux savoir tout ce qu'il a pu faire. et à la fois, il a quand même quelques traits du roman policier. Il a des passages qui sont très flippants. Oui. Enfin, quand on a cette espèce d'observateur là, qui sous forme de lettre. Oui, parce que donc une des femmes reçoit une lettre. Lorsqu'il arrive dans cette ville, il croise une jeune femme qui le fascine. Il discute avec elle. Et elle lui dit « Ah, vous êtes le grand écrivain de romans policiers. » Et une chose en appelant une autre, elle lui explique qu'elle reçoit des lettres de menaces d'un ancien amoureux. Et visiblement, cet ancien amoureux connaît beaucoup de choses sur elle et potentiellement l'observe en cachette à partir des combles, du grenier. Et jusque dans son intimité. Jusque dans son intimité, très loin. Et c'est vrai que quand on lit ces passages-là, on se met un peu à la place de cette femme et là on se dit « je suis sous l'œil de Moscou ». C'est terrible. C'est absolument terrible. Et je suis observé et il y a de quoi devenir parano, quoi. Oui. Et cette manière comme ça, cette fascination du personnage qui envoie les lettres pour cette jeune femme, donc l'observateur à partir du grenier et c'est un voyeur quand même. Voilà, c'est un voyeur et c'est une figure très
très régulière chez Edogawa Ranpo. Il y a beaucoup des observateurs de combles, des gens qui font des trous dans les murs, dans les tas de choses. C'est-à-dire qu'il y a vraiment... Et ça rejoint en fait sa fascination pour Sigmund Freud et pour la psychanalyse. Parce que pour lui, pour Edogawa Ranpo, ces endroits-là, ces endroits cachés, c'est un peu l'inconscient. Et donc on est toujours sous cet œil-là. Donc c'est-à-dire que y a toujours nos désirs cachés et nos manières un peu étranges qui nous observent toujours. Voilà, c'est vraiment... on trouve... C'est une figure très... C'est un topoïde de son écriture, de trouver justement les caves, les greniers, les trous un peu partout. Et c'est vrai que ce soit un des éléments importants de la démarche policière dans ce roman, c'est pas un hasard. Et ça crée vraiment ce côté aussi un peu suspense du roman policier, quoi. Tout à fait. Donc je rappelle le titre, donc La proie et l'ombre, ou Inju la bête dans l'ombre, donc chez Picquier-Poche. Donc ce sont des nouvelles, c'est un recueil qui est toujours disponible. Oui. Donc dans toutes les bonnes librairies, y compris d'occasion. Voilà. Et donc on laisse place à un petit peu de lecture et nous on se retrouve demain puisque nous avons encore 2 jours à passer ensemble. À demain. À demain. Edogawa Ranpo, La proie et l'ombre. À bien y réfléchir, il n'était pas si étonnant que Shundai Oe ait décidé de mettre brusquement au service de la réalité l'imagination fertile avec laquelle il bâtissait les intrigues de ses romans. Pour reprendre une expression bien connue, il avait un tempérament de criminel en puissance. C'est avec la fascination et les émotions d'un véritable assassin qu'il réalisait ses fantasmes sanglants au fil des pages. Ses livres laissaient au lecteur un arrière-goût malsain et il y avait quelque chose de diabolique dans ce froissement de soupçons, de secrets et de cruauté. Au détour d'un chapitre, on pouvait par exemple lire l'inquiétant passage que voici. Le jour viendrait où il ne pourrait plus se contenter de simples romans. Dégoûté du monde et de sa médiocrité, il avait trouvé dans l'écriture un refuge où déployer les fastes de son imagination. C'est pour cela qu'il était devenu romancier. Mais désormais, même les livres provoquaient en lui un profond ennui. Par quel nouveau stimulant échapper au spleen ? Le crime. Il ne restait que le crime. Devant ses yeux blasés s'imposa la vision d'un monde où seul restait le frisson suave du crime. Il menait en outre une vie d'écrivain à part, celle d'un être complètement excentrique. Sa misanthropie maladive et son goût du secret étaient bien connus dans notre milieu, et très rares étaient ceux qui avaient pu franchir le seuil de son cabinet de travail, car il ne respectait même pas nos aînés et fermait systématiquement sa porte à tout le monde, sans exception. Il avait aussi la manie de déménager souvent, sous prétexte d'une mauvaise santé permanente, et fuyait nos réunions d'écrivains où nous ne l'avions jamais vu. La rumeur disait qu'il restait nuit et jour affalé sur ses draps défaits, travaillant et prenant ses repas sans même se lever. Ses volets étaient tirés au milieu de la journée, et c'est dans une pièce sombre, éclairée seulement par une faible ampoule électrique, qu'il consacrait son temps à l'univers de ses chimères. Quand il avait cessé d'écrire, j'avais essayé d'imaginer l'endroit où il s'était réfugié, pour confronter ses fantasmes à la réalité, et j'avais pensé à ce quartier sordide derrière Asakusa, qui revient si souvent dans ses romans. Moins de 6 mois avaient passé, mes prévisions allaient se révéler exactes. Je m'étais dit que le moyen le plus rapide pour le retrouver était de m'adresser aux sections littéraires des journaux et des revues auxquelles il collaborait. Je m'aperçus que même dans ce milieu, pratiquement personne n'avait pu le rencontrer et que l'on n'en savait guère plus que moi à son sujet. Je désespérais de trouver quelqu'un qui l'ait fréquenté intimement quand j'eus la chance de découvrir cet oiseau rare
en la personne d'une de mes relations dans l'édition. Honda travaillait en effet pour la grande maison à Kubunkan, et il avait eu, à une époque, la responsabilité de toutes les relations avec Shunde Ue, lui commander des textes et réceptionner les manuscrits. Il était non seulement compétent dans son travail de liaison, mais avait en outre un vrai talent de détective. Je lui téléphonais et l'invitais à me rendre visite. Quand je lui expliquais que je voulais des informations sur la vie d'Oe, il éclata d'un rire joyeux comme si j'avais évoqué un de ses vieux amis. « Shunde ! Quel phénomène celui-là !» Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, cette semaine, je retrouve avec plaisir notre invité Jérôme Charlet, qui est venu nous parler, nous présenter son coup de cœur de la semaine, en l'occurrence Edogawa Rampo. Edogawa Rampo. Et non pas Rampo Edogawa, puisque là, ça perd tout son sens. Voilà, c'est ça. Et notamment, plus particulièrement, le recueil La proie et l'ombre, qui est un recueil de 2 nouvelles. Bonjour Jérôme. Bonjour Nathalie, bonjour à tous. Dans cette nouvelle, Edogawa Rampo, donc qui, on suppose, est le narrateur quand même, dit « Les auteurs de romans policiers sont tous des monstres ». Oui. C'est une vision quand même assez pessimiste. C'est une vision assez pessimiste, mais encore une fois, c'est issu d'une réflexion qu'il a pu, lui, avoir au niveau non seulement de la littérature, mais de l'être humain en général. C'est-à-dire qu'il a, comme je disais, découvert Freud au moment où Freud a été introduit au Japon. Il a été fasciné par la théorie psychanalytique. Et pour lui, il en a tiré une conclusion assez simple. Il dit que, fondamentalement, l'homme dans l'état de nature est mauvais. Il est mu par la cruauté. C'est un sauvage. C'est un sauvage, mais dans un sens vraiment avec une joie pour la cruauté, avec un côté monstrueux, justement. Et la société, justement, est là pour faire cohabiter les êtres humains ensemble. Et elle utilise non seulement les lois, etc., d'un côté, mais aussi la religion de l'autre, qui impose, de son point de vue, une manière de civiliser, de polisser les individus. Mais quand on gratte, forcément, on va tomber sur des tendances et des volontés de cruauté. C'est vrai qu'on le retrouve un petit peu quand même avec son personnage féminin dans La proie et l'ombre. Voilà. Où on a, c'est vrai que le poids des traditions au Japon est quand même très très fort. Très fort. Donc on a une femme là qui est tirée à quatre épingles, très très propre sur elle, et c'est vrai qu'au fil des pages, on découvre quelqu'un de beaucoup plus complexe. Et qu'on n'imagine pas du tout derrière son kimono bien apprêté. Voilà, avec une manière très lisse et avec une manière très effacée de parler, mais en même temps, elle a et c'est une des scènes importantes du roman, où il découvre sur son corps, lorsque le kimono s'entrebâille, je crois que c'est au niveau du cou, voilà, oui. Une petite zébrure laissée par certainement un amant
un peu vigoureux. Passionné. Et on est vraiment sur un des travaux d'Edogawa Ranpo, qui est vraiment de faire advenir à la surface justement ces penchants-là. C'est-à-dire que cette zébrure qu'elle a sur le corps, c'est la marque à la surface de finalement ce qu'elle a au fin fond d'elle-même. Et on est encore une fois sur le fait de faire ressortir l'inconscient et de mettre en lumière l'inconscient. Et c'est vraiment ce que la démarche d'Edogawa Ranpo dans tous ses romans et dans toutes ses nouvelles, on est vraiment sur la tentative de comprendre comment fonctionne l'humain. Là, c'est vraiment le symbole, cette femme dans cette nouvelle-là, c'est vraiment le symbole de cette théorie. C'est totalement. On a tous un monstre en nous qui reste tapi dans l'ombre par la civilisation ou la tradition. Parce qu'au Japon, il y a vraiment c'est vraiment cette chape, mais que tout ça, ce n'est qu'un vernis. Qu'un vernis, totalement. Et même Edogawa Ranpo va un peu plus loin en disant que il y a 2 endroits où justement cette cruauté fondamentale de l'être humain peut s'exprimer. C'est lorsqu'il y a des guerres ou lorsqu'il y a des meurtres. Premier point. C'est-à-dire que la bestialité fondamentale de l'homme, à ce moment-là, s'exprime. Et l'autre élément dans lequel il s'exprime, c'est l'art. Et donc, il s'inscrit aussi dedans. Et c'est pour ça qu'il dit dans son texte que les auteurs de romans policiers, fondamentalement, ils peuvent tomber du côté du monstre. Mais là, ils ont le droit, puisque c'est à des fins de création, c'est pour la littérature. Donc voilà, là, ils ont le droit. Voilà. Et puis, c'est une soupape de sécurité pour eux et pour les lecteurs. Voilà, on est vraiment sur une forme de catharsis, quelque chose. Et ils ont le droit, et en plus, ils le peuvent parce que, fondamentalement, pour Edogawa Ranpo, de l'écriture, ce n'est que de l'écriture. À aucun moment, l'écriture n'a de rapport au monde, n'a de rapport au vrai. Il raconte très souvent dans des petites préfaces, des petites choses qu'il a pu écrire pour les publications de ses romans ou des choses comme ça. Il dit je reçois très souvent des lettres de personnes me disant il y a eu un meurtre dans mon entourage, c'est mon grand-père, c'est mon voilà. Est-ce que vous pouvez nous aider parce que la police elle trouve pas? Et lui il dit mais je suis incapable. Voilà, moi je suis écrivain. Ce qui m'intéresse, c'est mon monde imaginaire. Le reste, je serais bien incapable de faire quoi que ce soit. Et on est vraiment sur une distinction fondamentale entre l'écrit et le vrai. Moi, il y a un autre roman d'Edogawa Ranpo que je trouve assez fascinant, qui s'appelle L'île Panorama. Et ce roman-là particulièrement me fait penser à un auteur un peu bizarre, un peu oublié du début du XXe siècle en France, qui s'appelle Raymond Roussel. Raymond Roussel a écrit notamment un roman qui s'appelle Locus Solus, donc Locus Solus, le seul lieu, voilà, où en fait son écriture est une écriture de jeu de mots. Et chaque partie chaque chapitre commence et se termine par un jeu de mots. C'est-à-dire la phrase du début et la phrase de fin, c'est quasiment la même, mais avec jeu de mots. Et il fait l'écriture entre les deux. Et pour Raymond Roussel, vraiment l'écriture et le monde qui est créé par l'écriture, c'est que de l'encre. Et on est exactement la même chose avec l'île Panorama, puisque l'île Panorama, c'est un jeune garçon qui n'a pas de sous, qui est un marginal,
et qui va se faire passer pour quelqu'un d'autre qui est très riche, après l'avoir tué, pour hériter et pour pouvoir faire ce qu'il veut, si bien qu'il va acheter une île et la façonner à ce qu'il a dans la tête. Et 80% du roman, c'est la description de cette île. De comment on passe d'un paysage à un autre, de tout ce qu'il a pu faire, de tout ce qui... Voilà. On est vraiment sur le fait de creuser dans l'inconscient de ce personnage. Et c'est tout. Et c'est-à-dire qu'on est vraiment sur une création scripturale. On est dans l'imaginaire, en fait. On est dans l'imaginaire. On n'est pas dans la réalité, on n'est pas dans le vrai, forcément. Voilà. On n'est que dans l'imaginaire. Totalement. Et pour lui, un roman, qu'il soit policier ou peut-être récit pour enfants ou nouvelle, enfin, voilà. Peu importe, ce n'est que de l'encre et que des mots. Voilà, finalement. Tout à fait. Et c'est ça qui l'intéresse, c'est d'articuler tout ça, mais c'est pas forcément pour en faire quelque chose de vrai. Tout à fait. Et là, dans un de ses textes, donc, qui s'appelle Le Seigneur du Château des Fantasmes, il dit « Je suis l'habitant obstiné d'un pays imaginaire ». C'est-à-dire que son écriture est purement imaginaire et il veut y rester. Et il ne peut qu'y rester et il veut y rester. Il serait bien incapable de ramener dans le monde vrai les capacités des enquêteurs dont il fait le récit. Et on est sur ce passage-là aussi avec le personnage principal de La Proie et l'Ombre, qui, encore une fois, n'est pas un enquêteur. C'est un écrivain qui essaye d'explorer la chose, mais du coup, forcément, ça ne peut pas marcher. Et c'est ça aussi que dit le roman. Et d'où la chute. Qui n'en est pas une. Qui n'en est pas une et qui laisse ouvert et qui nous laisse, nous, lecteurs, avec encore plein de questions, finalement. On n'a pas la résolution du meurtre, non. Mais en attendant... On a des pistes. Mais uniquement les pistes que le narrateur a bien voulu nous donner. Nous a donné, exactement. et c'est vrai qu'il nous embarque et on suit tranquillement, gentiment. Et c'est ça aussi qui est troublant. C'est que finalement, on n'est pas dans une volonté de résolution d'un meurtre. On est juste dans une espèce d'analyse selon différents points de vue, en fonction d'indices. On est dans la réflexion, en fait, tout le temps. Comme le personnage de Kogoro Akechi, donc, qui, lui, est uniquement donc, l'enquêteur principal des œuvres d'Edogawa Ranpo, et qui, lui, est principalement une personne qui réfléchit, c'est pas une personne qui agit. Et en fait, ça lui permet, lui, en mettant dans ses récits, enfin là, dans son recueil, en mettant un enquêteur, dont là, c'est vraiment la fonction de résoudre les énigmes, ça lui permet de laisser à l'autre de faire le boulot que lui ne fait pas en tant que narrateur écrivain, quoi. Tout à fait. Donc, finalement, on est sur deux écritures un petit peu. Il y a celui qui est là pour résoudre, et puis celui qui est là pour nous embarquer selon sa bonne volonté. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que la figure du narrateur, et c'est en ça qu'Edogawa Ranpo est important au niveau de l'histoire du roman policier, c'est qu'il a montré le côté ange de l'enquêteur. C'est-à-dire que l'enquêteur, il creuse jusqu'à découvrir la vérité. Et il amène la vérité au lecteur. C'est le porteur de vérité, l'enquêteur. Mais du coup, il joue avec ça. Puisqu'il l'a découvert, puisqu'il a vu comment ça fonctionnait, ben, il peut s'amuser avec ça. Il peut nous montrer à quel point, si on décale légèrement cette figure, on va être paumé, on va être mené par le bout du nez comme on veut. Et puis le fait qu'on soit vraiment sur ce qu'on appelle un personnage point de vue, c'est-à-dire que
on sait tout ce que le personnage sait, mais on n'en sait pas plus. On est vraiment embarqué et on est sur le mode de fonctionnement fondamental de beaucoup de romans policiers. Et ça me rappelle un roman de Frédéric Brown, bizarrement. Ce serait étonnant de ne pas faire des ponts. Il y a un roman de Frédéric Brown, parce que Frédéric Brown était un auteur non seulement de science-fiction, mais aussi de polar. Et même, il a commencé en tant qu'auteur de polar. Et il y a un roman, je crois que c'est Ça ne se refuse pas, où on est purement en personnage point de vue, avec le tueur. Et on arrive à quelques pages de la résolution. Le tueur n'a pas été dévoilé par la police. Il se dit, c'est bon. Il reste 5 pages, quoi. C'est bon, ça y est, je m'en suis sorti. On a vu tous les pistes se fermer les unes après les autres. Et comme ça, il a effacé toutes ces traces, etc. Et on est totalement de son point de vue. Et ensuite, moi, quand je lisais, ça finissait par m'énerver. Je me suis dit, j'aime tellement Frédéric Brown qu'il n'a pas le droit de faire ce qu'on appelle un Deus ex machina. Il n'a pas le droit de faire venir un mec qui dit « Ah bah ça y est, en fait, c'est lui. Et hop, ça y est, c'est fini. Hop là, voilà. » Et en fait, dans les dernières pages, le tueur se fait choper. Et il explique un peu... Enfin, on se rend compte avec quoi il s'est fait choper. Et là, on se rend compte qu'en fait... Tout était là depuis le début. Tout était là depuis le début. Tous les indices qui nous auraient permis de savoir qu'il allait se faire choper nous ont été donnés. Mais comme on était du personnage point de vue, on suivait cette personne. Il nous menait. On savait ce qu'il savait. On a vu passer des choses, mais lui n'y a pas fait attention. Donc, on n'a pas pu y faire attention. Et on s'est fait avoir. Et on s'est fait avoir. Comme le tueur. Exactement. Et dans les 5 dernières pages. Voilà. Et donc là, on est sur ce mode-là, en fait. Mais il se trouve qu'avec La Proie et l'ombre, on ne sait que ce que c'est le narrateur. Et le narrateur, finalement, il ne sait pas grand-chose. Dans la deuxième, c'est un petit peu différent. On est plus dans ce mode de construction. Ça, on va le garder pour demain. Voilà. Donc, je rappelle le titre « La proie et l'ombre » d'Edogawa Rampo. J'ai tout mon temps. Je ne suis jamais pressé. Avait cru bon de préciser Shundai dans sa lettre de menace. Si tel était le cas, pourquoi s'était-il ainsi empressé de commettre son meurtre juste 2 jours après ? Il pouvait s'agir d'une ruse préméditée destinée à endormir la vigilance de Shizuko afin de mieux la surprendre, mais j'en vins très rapidement à soupçonner une autre raison. Quand elle m'avait raconté la scène du grenier, j'avais déjà pressenti un danger au moment où, s'adressant directement à lui, elle l'avait supplié en pleurant d'épargner la vie de son mari. Le spectacle de la pureté des sentiments de Shizuko n'avait pu que renforcer la violence et la jalousie de Shundai et, en outre, il avait pu craindre de voir son stratagème découvert. C'est pour cela qu'il avait brusquement modifié ses projets. Eh bien, puisque tu l'aimes tant, ce mari, je ne veux pas te faire attendre et je vais m'occuper de lui immédiatement. Quoi qu'il en soit, la découverte du cadavre de Rokuro Oyamada s'était faite dans des circonstances particulièrement rocambolesques. Personnellement, ce n'est que le soir que j'appris tout ce qui s'était passé. La veille, Shizuko n'avait rien remarqué d'anormal dans le comportement de son mari. Il était rentré un petit peu plus tôt que d'habitude, puis après avoir bu un peu de saké à la fin du repas, il lui avait dit qu'il allait faire une partie de go chez son ami Kume, qui habitait de l'autre côté de la rivière. Comme il ne faisait pas froid, il était sorti tranquillement avec juste un élégant dessus de kimono doublé sans enfiler par son par-dessus. Il était à peu près 7 heures. Son ami n'habitait pas très loin et c'était en flânant, comme il le faisait d'habitude, qu'il était allé traverser la rivière au pont Azuma et avait ensuite marché le long de la rive opposée. On savait qu'il était resté chez son ami jusqu'aux environs de minuit et qu'il était reparti à pied.
Ensuite, on perdait complètement sa trace. Shizuko l'avait attendu toute la nuit en songeant avec angoisse aux menaces de Shundai. Le matin, elle avait aussitôt téléphoné et fait porter des messages à plusieurs amis susceptibles de l'avoir hébergée, mais on ne l'avait vue nulle part. Elle m'avait, bien sûr, appelé, mais j'étais absent depuis la veille. C'est pour cela que lorsqu'elle avait enfin réussi à me joindre en fin de journée, je n'étais encore au courant de rien. Rokuro Oyamada ne s'était pas présenté à son bureau à l'heure habituelle et malgré tous les efforts de ses employés, il était resté introuvable. C'est vers midi que le poste de police de Kisagata avait téléphoné pour annoncer qu'il avait été assassiné. À côté de l'arrêt du tramway de Kaminari, en descendant le long de la rivière, se trouve l'embarcadère du bateau qui fait la navette entre le pont Azuma et le pont de Senjo. Depuis l'époque héroïque des premiers bateaux à vapeur, c'est une des attractions sur la rivière Sumida. Et il m'est arrivé de faire moi-même, pour le plaisir, l'aller-retour entre Kototoi et Hakuin. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sars. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sars. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Bienvenue sur Fréquence 8. Donc aujourd'hui, nous sommes vendredi, dernier jour de la semaine avec notre invité Jérôme Charlet, donc libraire à Montfort, qui est venu nous présenter, nous parler son coup de cœur de la semaine, Edogawa Rampo, et plus particulièrement d'un recueil de 2 nouvelles intitulées soit La proie et l'ombre, selon les éditions, ou bien Inju, la bête dans l'ombre. Bonjour Jérôme. Bonjour Nathalie, bonjour tout le monde. Donc là on va un peu plus aborder la seconde qui est vraiment très très courte. Oui. Comme beaucoup des nouvelles d'Edogawa Rampo, c'est pour ça que, pour ce qui est de La proie et l'ombre, on a plus tendance à parler d'un roman, même s'il ne fait qu'une centaine de pages, mais on a plus le temps que dans d'autres textes, qui parfois sont vraiment très courts, et notamment dans le test psychologique, qui était une des premières nouvelles, ça doit être sa 3e ou 4e nouvelle publiée. Et donc, à l'époque, comme j'ai pu déjà dire, le paysage éditorial pour le genre policier était plutôt consacré aux nouvelles qu'aux romans. C'est-à-dire que, principalement, étaient publiés des magazines dans lesquels il y avait plusieurs nouvelles de plusieurs auteurs différents. Et tous les mois, il y avait le magazine qui sortait... sous forme de feuilleton, quoi. Voilà, soit sous forme de feuilleton, quand les nouvelles étaient un peu longues, soit vous achetiez votre magazine votre magazine policier, et derrière, vous pouviez lire des nouvelles de tous les auteurs. Donc il y avait quand même une contrainte d'être concis. Il fallait être concis et ramassé, puisque du coup, il n'avait pas le temps de construire une énorme construction mentale pour, comme est par exemple La proie et l'ombre, ou comme sont d'autres romans d'Edogawa Rampo. C'est que plus tard, quand il a commencé vraiment à être très connu, qu'il a eu des volumes consacrés vraiment à ses romans. Avec des romans plus longs. Voilà, avec ses romans plus longs, enfin plus ou moins longs, ça reste des romans relativement courts selon notre point de vue actuel, parce que maintenant, il n'est pas rare d'avoir des auteurs qui nous font des romans de 6, 7, 800 pages. Là, quand on arrive aux 100-150 pages, c'est un roman, c'est un long roman. Et le test psychologique, lui, fait partie des petites nouvelles. Des petites nouvelles. Qu'il a pu publier. Avec la construction
que vous décriviez hier, où jusqu'au bout, il y a une enquête qui se mène. On a l'impression que le meurtrier va s'en sortir. Et d'ailleurs, il est content. Le meurtrier, il dit « Oh, je suis passé à travers les mailles du filet !» Et oui. Et puis, en fait, il y a un côté... dans ces premières nouvelles-là, où on voit justement l'enquêteur Kogoro Akemi, je ne sais plus, ouais. Akechi, non. Voilà, ouais, je ne savais plus son prénom. Donc, le détective. Le détective, il y a un côté Columbo, en fait. Parce qu'en fait, on sait dès le début le tueur. Et puis, il y a cet enquêteur qui est une sorte de truc qui n'est pas vraiment l'archétype du grand enquêteur à la Humphrey Bogart dans Le Faucon Maltais, voyez, qui est là, qui pose des questions bizarres, qui réfléchit dans son coin, etc. Et puis, qui ne nous livre pas forcément tout de suite le fruit de sa réflexion. Voilà. Donc on ne sait pas s'il a capté quelque chose à ce qui s'est passé. À partir d'un test psychologique, parce que c'est vrai que c'est le nom de la nouvelle. Et c'est nouveau ça dans ces années-là finalement. Oui, tout à fait. Et il s'empare, Edgar Allan Poe va s'emparer très très tôt des avancées qu'il va y avoir en criminalistique, notamment vraiment ces tests psychologiques et tout le reste. Il va les utiliser dans ses textes justement parce que il essaye d'être au fait de ce qui se passe et de l'utiliser, mais encore une fois de manière extrêmement narrative. Pas du tout d'un point de vue pour parler de la vérité et pour faire advenir la vérité, mais vraiment c'est un outil narratif en plus pour lui. Et donc c'est pour ça qu'il va chercher ce genre de choses. Et dès les années 20, voilà, là on est en 22 ou 23, c'est des choses qui commencent à être mises en place dans les différentes polices, et il les utilise. Dans certains passages de cette nouvelle, il dit même, mais alors c'est bien de l'utiliser, mais ça a des limites, etc. Il a vraiment réfléchi à comment ça peut servir, quelles sont les limites dans lesquelles ça ne peut pas servir, etc. etc. C'est vraiment une vraie réflexion de fond. Oui, puis ça n'a pas encore, dans les années 20, ça n'a pas encore le sérieux, le crédit et la reconnaissance que peuvent avoir les tests aujourd'hui. Tout à fait. Là, on est vraiment dans les tout débuts et on ne sait pas encore si c'est fiable ou pas, quoi. Oui. Et puis même, dans ces années-là, il n'y a pas énormément de police dans le monde qui commencent à utiliser ce genre de choses. On va vraiment commencer à utiliser ces éléments de criminalistique à partir des années 50. Et du coup, même les criminels ne sont pas habitués d'être cuisinés de cette manière. Du coup. Et c'est vrai que c'est très nouveau, même si là, le meurtrier, une fois qu'il sait comment ça fonctionne, il va essayer de travailler le truc. Oui. Mais au final, on est toujours trahi par son inconscient. Oui. Et on est vraiment encore sur cette idée-là pour Edgar Allan Poe de faire advenir à la lumière cet inconscient qui nous travaille, cette cruauté qui nous trahit. Et qui nous trahit. Qui nous trahit, parce que le test psychologique, quelque part, c'est ça. Oui. C'est un moyen de se trahir soi-même à l'insu de sa volonté. Exactement. Et du coup, on a l'impression, quand on lit la nouvelle, que le meurtrier va s'en sortir. Et puis, dans les 2-3 dernières pages, là, tout s'éclaire. Et même le meurtrier est surpris, en fait, de se faire avoir parce qu'il était persuadé d'avoir tout bordé, d'avoir pensé à tout. Et c'est là où... c'est ça l'expression, c'est penser à tout. Mais il y a des éléments qui sont impensés. Voilà. Parce qu'inconscient. Et donc, du coup, forcément, il y a des choses qui... le pur contrôle est totalement illusoire. Et c'est aussi ça qui est dit par Edgar Allan Poe,
qui est que on est travaillé, même au sein d'une civilisation la plus policée possible, on est travaillé par nos désirs et nos modes de fonctionnement internes et inconscients, et forcément ça sortira. Et c'est vrai que le test psychologique, enfin là en l'occurrence, le test psychologique, c'est vraiment le moyen de faire sortir ça, quoi. Oui. Et là, on est sur un mode un peu plus classique de littérature policière, mais ces autres nouvelles un peu policières sont là aussi comme ça, même si elles mettent en place parfois des situations un peu limites. C'est justement dans ces situations limites que se révèle l'inconscient et les forces qui nous traversent, quoi. Parce que là, nous, en tant que lecteurs de cette petite nouvelle, il n'y a pas de suspense, puisque de toute façon, dès le départ, on sait qui est le meurtrier, on connaît sa motivation, pourquoi il en vient à tuer. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment là le travail de l'enquêteur en utilisant ce nouveau mode du test. C'est plus ça qui est intéressant finalement dans cette nouvelle-là. Bah oui, c'est vraiment... Mais comme dans la première, c'est pas forcément la résolution du meurtre qui peut nous faire tenir en haleine, c'est plus le développement, la construction du récit qui nous intéresse, quoi. Oui, c'est voir mettre en lumière la machinerie, en fait. Oui. La manière dont le texte est construit et dont les actes sont faits. C'est le travail de l'enquêteur, c'est vraiment le travail d'un ange révélateur de vérité, quoi. C'est-à-dire que l'enquêteur va plonger les mains dans le cambouis de la machine pour faire pour rendre visible tous les rouages et toutes les choses. Et c'est vraiment ce travail de l'enquêteur. Et on est, encore une fois, au début de notre discussion aujourd'hui, je parlais de Colombo, c'est ça aussi. C'est-à-dire, on sait qui c'est, on sait qui a tué, pourquoi il a tué, comment il a tué, où est-ce qu'il s'est planté. C'est ça la question. Et le travail du roman policier et là de la série policière et du genre policier, c'est aussi, dans une version classique, de mettre en lumière ça. Et c'est pour ça que le roman policier est plus une machinerie, une machine à écrire, dans le sens strict. Une construction. Oui. Et rien qu'une construction d'écriture. C'est pour ça qu'Edgar Allan Poe dit toujours que si la police venait le chercher parce qu'ils étaient plantés dans une enquête, il serait bien incapable de les aider. C'est-à-dire que c'est pas son métier. Oui, lui, il n'est pas dans la recherche de la vérité. Il n'est pas dans la recherche de la vérité, il est dans la construction d'une machine que petit à petit on dévoile. Et à la fois, parce que c'est vrai que présenté comme ça, on pourrait se dire, ça doit être très intellectuel dans le sens construction, analyse, alors ça se lit, mais ça se lit totalement tout seul. Tout seul, quoi. Avec un style que je trouve assez peu japonais, que j'ai trouvé assez peu japonais. Alors peut-être qu'il y a aussi un travail de traduction qui a fait que... Parce que là, c'est traduit par Jean-Christian Bouvier, donc ce n'est pas forcément un nom très japonais. Oui. Alors le travail du traducteur est peut-être passé par là, pour justement adapter peut-être le style... Peut-être qui était plus japonais dans la langue d'origine. Voilà. Mais je pense qu'à la base, Edgar Allan Poe étant tellement fasciné et voulant tellement s'inscrire dans ce mouvement mondial de littérature policière, et que ces lectures qui ont fait qu'il a voulu être écrivain de littérature policière étaient justement américains, français, etc. Je pense que dans sa forme de base, déjà,
Il était déjà orienté dans une vision mondiale plus que une écriture très spécifiquement japonaise. Quoi. Et du coup, ça se lit, mais vraiment ça se lit tout seul. Les deux, quoi. Oui. C'est les deux, la manière. C'est vrai que tout est construit, mais du point de vue de l'auteur, effectivement, il a construit son récit. Mais en tant que lecteur, cette construction, elle s'efface complètement pour laisser place à du récit. Ce plaisir de lecture et de récupérer, nous aussi, les quelques indices pour essayer d'accompagner la réflexion. C'est vrai que nous, on l'a bien décortiqué. Oui, on a bien décortiqué les deux. Mais ça reste... Mais à la lecture, c'est fluide. Voilà, et puis... On se laisse complètement embarquer, quoi. Et puis, c'est vrai que moi, c'est un texte que j'ai beaucoup lu, donc que j'ai un peu creusé, et du coup, j'essaie de passer les infos que j'ai pu découvrir, mais d'un pur point de vue premier degré, il peut se lire totalement sans aucun souci, et puis avec grand plaisir. C'est-à-dire que c'est des plaisirs supplémentaires. Le fait de creuser, c'est des plaisirs supplémentaires. C'est pas nécessaire à la première lecture. Exactement. Et c'est comme quand on regarde c'est une grande discussion que j'ai souvent avec ma femme. Quand on regarde une série policière ou un film policier, ou qu'on discute d'un roman qu'on a pu lire, elle me dit souvent, moi je me laisse porter, c'est chouette, je vois des gens, voilà, il y a des choses. Et elle dit, toi t'essayes tout le temps de mise indices, alors tu dis, tiens, il y a ci, il y a ça, machin. Je dis, mais c'est pas antinomique en fait. C'est-à-dire que il y a tous ces plaisirs-là. On peut lire La proie et l'ombre et le test psychologique et tous les textes d'Edgar Allan Poe de manière totalement... Première lecture très alors simple sans être simpliste, c'est-à-dire purement de plaisir. Et ça marche très très bien. Oui, on peut se laisser porter facilement. On se laisse porter sans aucun problème. Et puis si ce qu'on préfère dans les romans policiers, c'est d'essayer de creuser aussi en même temps que l'enquêteur, etc., on peut aussi. Et c'est ça qui est bien. Il y a vraiment, comme on le disait en début de semaine, plusieurs niveaux de lecture avec ces textes, enfin au moins avec ces deux-là. Voilà, il y a ou l'histoire, ou alors la construction, ou on peut creuser, ou la réflexion sur l'humain, ou il y a vraiment plein de choses qui se répondent. Et lui, il a fait un condensé de tout ça dans un récit. Dans un récit qui fait 100 pages, quoi. Qui fait 100 pages et qui est complètement fluide aussi. Voilà, et puis pour l'autre nouvelle du test psychologique qui fait 20 pages, un truc comme ça. Enfin, c'est proprement incroyable, quoi. Oui, et c'est très dense en termes d'informations. On a tout, quoi. Voilà, mais c'est jamais trop. On a tout, mais c'est jamais trop. C'est-à-dire, on n'est jamais à dire pause. Je reprends. Il vient me dire ça, qu'est-ce qu'il a dit ? Non, c'est toutes les infos arrivent tranquillement, mais elles sont toutes là. Donc, doit y avoir un travail d'écriture derrière, amont. Un petit. Parce que plus ça paraît fluide, et en général, plus le travail en amont est fouillé et détaillé, quoi. Totalement. Eh bien, merci beaucoup de cette découverte, qui en était une pour moi, en tous les cas. Donc, Edogawa Rampo. Alors, pour ceux qui connaissent déjà effectivement ce recueil de La proie et l'ombre, mais qui peut aussi Inju, La bête dans l'ombre. C'est vrai que c'est très étonnant d'avoir deux titres qui n'ont absolument rien à voir. Tout à fait. Il y a l'ombre à chaque fois, mais... Voilà, mais c'est les deux mêmes, deux mêmes recueils. Absolument les mêmes recueils. Et puis pour ceux qui connaissent déjà celle-là, eh bien vous avez cité quelques noms. Le Mirage, l'île Panorama. Panorama, pardon. Voilà, il y a un recueil, il y a La Chambre Rouge, avec quelques nouvelles qui sont absolument... Enfin, La Chambre Rouge, certaines nouvelles, il faut avoir le cœur un peu accroché. Je préviens en amont. Et puis, il y en a beaucoup. C'est Le Lézard Noir aussi. Enfin, vraiment, c'est un...
Et puis si vous voulez avoir plus de renseignements, eh bien vous venez voir Jérôme. Exactement. Dans sa librairie. Et puis il saura vous dénicher les autres titres d'Edogawa Rampo et de d'autres, bien évidemment. Merci, et puis merci de votre disponibilité. Merci à vous. Et puis à très vite. À très bientôt. Pour un autre coup de cœur. Exactement. À bientôt. À bientôt. Edogawa Rampo, le test psychologique. L'heure était venue. Fukiya sortit de chez lui en uniforme d'étudiant, avec casquette et manteau noir. Après mûre réflexion, il avait décidé de ne pas se déguiser pour ne pas multiplier les indices qui sont autant de chances de se faire prendre et avait seulement enfilé une paire de gants. Pour lui, jouer à tout prix la complexité était un mauvais calcul et c'était en agissant au grand jour, le plus naturellement possible, que son crime passerait inaperçu. Le plus important était de ne pas se faire remarquer en entrant dans la maison. Si par hasard il rencontrait quelqu'un en chemin, cela ne serait pas grave car il avait l'habitude de se promener dans le quartier et pourrait facilement se justifier. Dans ce cas-là, d'ailleurs, ne valait-il pas mieux être en uniforme comme d'habitude ? De même, il avait choisi le milieu de la journée pour agir au lieu d'attendre la pénombre du soir car il ne voulait pas s'encombrer de fausses précautions qu'il jugeait superflues. Arrivé devant la maison, il se retrouva pourtant, le cœur battant, d'émotion comme un simple voleur. À vrai dire, sans doute était-il encore plus anxieux qu'un voleur ordinaire. Il regarda tout autour de lui. 2 haies vives clôturaient les maisons voisines et un haut mur de béton protégeait la propriété sur toute sa longueur. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8.